vous avez tous entendu quelqu'un qui fait beaucoup de bruit autour de ce projet parler de 42 villages sur la dune de Niafran. De 42 villages, alors que toute la commune de Kataba, dans lequel les villages de Kabadjo et Niafran sont, ne fait que 25 villages. Donc c'est une hérésie. Je ne pense pas qu'on puisse aller aussi loin dans ce projet sans avoir jamais mis les pieds sur la dune. Parce qu'une dune de 6 kilomètres, qui n'a qu'une seule famille dessus, le reste c'est des parcelles vierges et quelques constructions qui sont des résidences secondaires, dire qu'il y a 42 villages où ça relève d'une ignorance complète du sujet, ou alors ça relève de la mauvaise foi. Bon, mais j'espère que c'est plutôt une ignorance du sujet, parce que je ne vois pas en quoi cela profiterait même à sa cause de lutter contre ce projet que de dire une énormité pareille. Donc je crois que c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds là-bas. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être dites sur ce projet en toute méconnaissance des réalités. Les gens parlent d'enlever la dune. Il n'est pas du tout question d'enlever la dune. La dune sera là-bas. Elle existera, elle existe, elle continuera à exister après le projet, Inch'Allah, et sera réhabilitée conformément à la réglementation en vigueur ici. Et cette réglementation, elle est assez stricte. L'eau dont on parle n'est pas consommée. La nappe qui est exploitée n'a rien à voir, n'est pas en interconnexion ni avec les rizières, ni avec la mangrove, ni avec le biseau salé. Donc ça aussi c'est une désinformation, peut-être, je l'espère, basée sur la méconnaissance, qui fait dire qui fait dire donc à certains des impacts qui n'existent pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. On peut en égrener la maladie dont on parle pour une exploitation qui n'utilise aucun produit chimique, qui traite du sable avec de l'eau, séparation gravitaire, un système mécanique, sans un seul produit chimique. Parler de pollution de la nappe et de maladie, ça relève ou de la mauvaise foi ou en tout cas d'une méconnaissance totale du sujet. Donc, je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer encore les populations qui ont été apeurées par toute cette désinformation, comme quoi que ni l'administration, ni la compagnie, ni moi qui suis un simple consultant, personne ne prendra la responsabilité ou le risque de contribuer à une catastrophe écologique ou environnementale en Casamance. Ni en Casamance, ni ailleurs. Je ne compromettrai jamais ma réputation. Je ne compromettrai jamais la réputation de mon cabinet, parce que ce projet aura une durée de vie maximum de 5 ans ou 6 ans, alors que moi, mon ambition est de faire perdurer mon entreprise et le nom et l'image de cette entreprise. Donc je n'ai aucun intérêt à participer à une quelconque catastrophe écologique ou environnementale. Est-ce que vous pouvez nous parler des zircons et des dérivés? Bon, les zircons, d'abord, il faut que les gens sachent que le zircon, c'est juste un abus de langage. Il s'agit de minéraux lourds. Le permis est un permis de recherche et d'exploitation de minéraux lourds. Donc l'autorisation qui est délivrée, c'est une autorisation d'exploitation de minéraux lourds. Et parmi ces minéraux lourds, il y a le zircon. Mais il n'y a pas que le zircon. D'ailleurs, le zircon ne constitue même pas la fraction la plus importante. Il y a à côté du zircon l'ilménite qui est la fraction la plus importante. Et ça, c'est visible. Si vous vous promenez sur la plage, vous voyez des traces de sable noir. Ce sable noir-là, c'est ou le rutile ou l'ilménite. Le zircon, c'est difficile à distinguer du sable ordinaire. C'est pratiquement la... donc, les minéraux lourds, c'est du sable. Mais c'est du sable avec une densité élevée.
C'est ça sa particularité. Donc, les gens qui en ont peur, ils marchent dessus tous les jours. Les gens qui en ont peur parce qu'on leur a dit que ça crée le cancer, parce qu'il y a de la radioactivité, il y a des produits chimiques et autres. Ces gens-là, ils marchent tous les jours dessus. Quand on va sur la dune de Niafrang, en montant, on marche dessus, en allant sur la plage, on marche dessus sur toute la plage de Kafountine à Bénin jusqu'à Niafrang. Sur toute cette plage, il y a donc les minéraux lourds contenant du zircon. Donc c'est là-bas de façon naturelle et c'est inoffensif. Sinon, rien ne survivrait là-bas. S'il y avait de la radioactivité, la végétation en souffrirait, les animaux en souffriraient et les hommes aussi en souffriraient, mais ce n'est pas le cas. Donc, je veux juste dire à ceux qui font circuler ce type de rumeurs d'arrêter cela. Ça ne sert à rien de créer cette psychose dans la tête des populations. La radioactivité, elle ne se décrète pas. La pollution, elle ne se décrète pas. C'est sur la base de faits qu'on peut constater une radioactivité si elle a lieu, ou alors une pollution, elle doit avoir une origine. Mais se lever un bon jour comme ça et dire qu'on va polluer la nappe, on va rendre les gens malades, on va déplacer des populations. Mais parlons de déplacement de population. Il n'y a pas de déplacement de population. L'exploitation, elle est circonscrite sur la dune, sur une dune de 6 km. Donc, ni les populations de Niafrang, ni Abéné, ni Kabadjo, ni aucun autre village ne sera. Les gens qui ont leur rizière juste à côté de la dune vont continuer à exploiter leur rizière. On ne touchera pas aux rizières. On ne touchera pas au village. Donc, il faut que ces éclaircissements soient apportés et que justice soit rendue à quand même cette compagnie qui a eu le courage de venir investir en Casamance en respectant tous ses engagements techniques et financiers et environnementaux. Donc, l'exploitation n'aura pas de côté négatif pour le sol, c'est-à-dire la rizière pour les cultures? Pour les cultures, non. Parce qu'on a fait des recommandations. Les recommandations qu'on a faites sur la base d'une cartographie des zones sensibles qu'on a faites, ont pris en charge la protection des rizières, la protection de la mangrove et le respect des activités qui sont menées sur l'aire marine protégée. Donc, la protection également, la préservation de la nappe, c'est ça qui a amené à changer donc l'option d'exploiter la nappe superficielle qui est en connexion directe avec les rizières et la mangrove. Et encore ça, il y avait une étude qui avait déjà montré comment on pouvait exploiter cette nappe sans conséquences majeures sur les rizières ou sur la nappe. Mais après une étude beaucoup plus approfondie, parce qu'un projet ça fonctionne comme ça, au fur et à mesure qu'on progresse, donc il y a des études détaillées qui permettent de passer à des options améliorées. Et c'est ça qui s'est passé. Une étude géophysique a été réalisée il y a peut-être 1 an ou 2, il y a 2 ans, et qui a permis de mieux comprendre encore la structure hydrogéologique de la zone et qui a permis donc d'opter pour exploiter la nappe profonde plutôt que d'exploiter la nappe superficielle, parce que cette nappe profonde, l'eau est douce, mais aussi cette nappe profonde est complètement séparée hydrogéologiquement parlant de la nappe superficielle et donc séparée aussi des connexions avec la mangrove et les rizières. Donc l'impact, il n'y aura pas d'impact direct sur la mangrove et les rizières qui sont considérées comme des zones sensibles. Et qu'est-ce que la société Armstrong a prévu pour après exploitation du site? Après exploitation du site, comme je l'ai dit tout à l'heure, le site sera réhabilité, revégétalisé avec le concours certainement de la population, encadré par les eaux et forêts et si c'est nécessaire encadré également par des consultants ou en tout cas des privés qui vont venir exécuter ce travail. Mais on ne va pas attendre la fin de l'exploitation. Cette réhabilitation se fera au fur et à mesure que l'exploitation se fait. Ce qui donne toute la latitude au comité et aux populations, s'ils constatent, au comité de suivi, s'ils constatent des écarts entre ce qui est mis dans le plan de gestion environnementale
et ce qui est réalisé sur le terrain, de pouvoir réagir et saisir les autorités compétentes pour redresser ou en tout cas arrêter les activités ou redresser en tout cas la trajectoire de cette réhabilitation. Actuellement, on a constaté que les familles sont divisées à cause de l'exploitation du zircon. Et qu'est-ce que la société a prévu pour les réunir afin de mener son travail, à bien son travail? Mais je crois que ce que la société peut faire, c'est d'abord de communiquer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et nous vous remercions de nous donner cette opportunité pour amener la bonne information. Je crois que les familles ne sont pas divisées. Je ne pense pas que les familles soient divisées. Je pense que individuellement, chacun a sa position. Au sein d'une famille, vous pouvez voir celui-là qui est pour le projet et un autre qui est contre le projet, mais ça n'empêche pas qu'ils dorment ensemble, qu'ils mangent ensemble et ils vaquent à leur occupation ensemble. Donc les liens de parenté restent intacts. Seulement les positions, à la lumière des informations que les gens ont et à la lumière des sensibilités qu'on a touchées, d'un côté comme de l'autre, et on peut effectivement voir dans une même famille des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Nous, ce qui s'offre à moi en tant que consultant, ce qui s'offre à ma portée, c'est de pouvoir juste essayer d'apporter l'information technique et scientifique, la bonne information à ces populations pour harmoniser donc les perceptions et harmoniser les positions. Mais il ne m'appartient pas de pouvoir convaincre telle ou telle autre personne parce que la conviction, elle est fondée, elle est basée sur d'autres... il y a d'autres paramètres qui interviennent et qui ne sont pas à ma portée. L'émotionnel y contribue et je ne suis pas habilité à toucher l'émotion des gens.